Une boîte à cartes verrouillée cache plus que des bibelots, elle cache des secrets. Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte Louis. Dis-moi, d'où te connectes-tu ce soir? Vos commentaires donnent toujours vie à ce mystère. Commençons. Le soleil brillait d'une chaleur trompeuse en cet après-midi d'avril, attirant les dames de Saint. Mary Mead à la salle paroissiale pour le déjeuner annuel du Garden Club. Les tables, bordées de nappes blanches, s'affaissent sous le poids des sandwichs aux concombres, des scones aux raisins et d'un trifle particulièrement brillant, déjà admiré à maintes reprises. Miss Jane Marple, vêtue de sa veste lilas impeccable et de son chapeau élégant, était assise près de la fenêtre. Ses aiguilles à tricoter brillaient faiblement, tandis qu'elle tricotait un rang de fil bleu pâle. Elle observait, avec un amusement discret, le brouhaha des conversations qui emplissaient la pièce. Madame Price Ridley vantait ses roses, tandis que la jeune Madame Alderton s'extasiait sur le sermon du nouveau pasteur. Mais c'est Madame Templeton, récemment arrivée au village, qui retient le plus l'attention. Élégante, ses cheveux argentés coiffés en vagues immaculées, elle avait déposé sur la table des prix un objet exotique qui attirait tous les regards, une petite boîte en carton laqué, noire comme la nuit, dont la surface était peinte de fleurs rouges. « Il a été envoyé de Singapour », déclara-t-elle avec un sourire évoquant le mystère. « Un héritage familial. J'ai pensé qu'il pourrait servir de prix à une tombola. » Un frisson d'admiration et d'envie parcourut les dames. Même Miss Marple s'autorisa un regard plus long. Elle avait déjà vu des boîtes comme celle-ci dans des maisons où les secrets avaient tendance à s'accumuler comme la poussière dans les coins. La conversation dérivait bientôt vers des ragots sur le défunt mari de Madame Templeton, sur sa curieuse habitude de verrouiller la porte de son bureau, sur les lettres remises en main propre plutôt que par la poste. Miss Marple écoutait, ses aiguilles ne s'arrêtant jamais. Elle avait appris depuis longtemps que les non-dits comptaient souvent plus que les paroles. Lors du tirage au sort, ce fut Madame Alderton qui gagna la boîte laquée. Elle rit un peu nerveusement et la glissa sous son bras, comme si elle pesait plus lourd qu'elle ne le devrait. Le déjeuner s'achève avec ses habituelles politesses. Les villageois se dispersent le long du chemin. Mais la soirée apporta son lot de malaise. Lorsque le soleil disparut sous les haies, Madame Alderton n'était toujours pas rentrée. Son mari, désemparé et de plus en plus inquiet, se rend dans 3 maisons voisines avant de se précipiter au presbytère en détresse. Et à 9h30, juste au moment où Miss Marple tirait ses rideaux, un cri résonna dans la ruelle. La boîte en carton laqué avait été retrouvée abandonnée dans le cimetière. Madame Alderton, cependant, était introuvable. Au matin, la nouvelle s'était répandue comme du lierre rampant le long d'un mur. Madame Alderton n'était pas rentrée. Son absence était le sujet de conversation de tous les cottages, boutiques et jardins de Sainte. Mary Mead. L'air bourdonnait de théories, comme si le village lui-même attendait un morceau de scandale à dévorer. Chez l'épicier, Madame Price Ridley déclara avec conviction que la jeune Madame Alderton s'était sûrement enfuie. Elle a toujours été trop frivole pour la vie de village, renifla-t-elle en tapotant son parapluie contre le comptoir en bois. Croyez-moi, elle s'est enfuie avec quelqu'un qui ne lui convenait pas. Monsieur Archer, l'épicier, secoua la tête. Une fugue n'explique pas la boîte dans le cimetière, madame. Un endroit étrange pour déposer un prix, à mon avis. Pendant ce temps, à la poste, mademoiselle Hartnell murmurait d'une voix sombre que madame Alderton avait peut-être des ennemis. Ses manières n'étaient pas appréciées de tous, vous savez, trop modernes, trop libres de rire. Et son pauvre mari, eh bien, il semblait toujours dans son ombre. Au milieu de ces soupçons naissants, Miss Marple marchait tranquillement de boutique en boutique, son panier au bras, ramassant son beurre et ses œufs, tandis que ses oreilles ramassaient des provisions bien plus précieuses. Son expression ne perdait jamais son calme agréable,
mais elle triait mentalement les fragments de la boîte laquée abandonnée, le moment de la disparition de Madame Alderton, le tremblement de peur qui avait traversé le visage de M. Alderton lorsqu'il avait frappé à sa porte la nuit précédente. À midi, l'inspecteur Craddock arrive de Much Benham, interpellé par le vicaire inquiet. La vue de sa voiture s'arrêtant devant l'église attira la moitié du village à ses fenêtres. Après tout, une disparition était presque aussi efficace qu'un meurtre pour susciter l'enthousiasme. L'inspecteur était vif et sérieux, ses manières teintées d'irritation. Il interrogea longuement M. Alderton dans le bureau du vicaire, ses notes griffonnées dans un petit carnet relié en cuir. Le mari répéta que sa femme avait quitté le déjeuner de bonne humeur, emportant le prix qu'elle avait remporté. Elle n'avait rien d'autre à faire. Comme elle ne se présentait pas au dîner, il la chercha, puis demanda de l'aide. « Elle s'est disputée avec quelqu'un, » insista Craddock. « Non, certainement pas. »« Tout le monde l'aimait, » insista M. Alderton, même si sa voix tremblait légèrement. Elle était la plus joyeuse. Sa voix s'éteignait toujours, et Miss Marple, assise sagement près de l'âtre, remarqua la façon dont ses doigts se crispent sur le bord de son chapeau. L'inspecteur n'était pas méchant, mais il repoussait les ragots des dames avec irritation. « Nous allons fouiller les allées et les haies. Il y a peut-être une explication simple. » Mais les villageois ne se contentèrent pas de ces assurances superficielles. Cet après-midi-là, Miss Marple prend le thé avec Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell, qui insistèrent toutes deux pour partager leurs soupçons. « Je l'ai vu parler à un inconnu la semaine dernière, » a révélé Mademoiselle Hartnell, les yeux brillants d'émotion. Grande, blonde, et certainement pas d'ici. Elle riait avec lui devant le magasin de drapier. Madame Price Ridley se pencha plus près. « Et je peux vous dire autre chose. Madame Templeton, notre nouvelle voisine, avec ses airs de grâce, n'avait pas l'air ravie quand Madame Alderton a gagné cette boîte hier. Son visage était rouge comme le tonnerre, même si elle essayait de le cacher. Miss Marple sirotait son thé et murmurait quelque chose sur le fait que la nature humaine était plus complexe que les ronces en juin. Elle ne les contredit pas, ni n'encourage leurs envolées imaginatives. Elle avait appris depuis longtemps que la spéculation, une fois libre, voltait comme un oiseau, se posant souvent là où la vérité ne se passerait peut-être jamais. Pourtant, elle repassa soigneusement ces mots dans son esprit. Un étranger au village, l'expression de Madame Templeton, la curieuse réapparition de la boîte laquée. L'objet lui-même, désormais entre les mains de la police, dégageait une légère menace. Miss Marple n'aurait pu dire pourquoi, mais elle savait que de telles choses portaient souvent en elles l'ombre de secrets longtemps gardés. À l'approche du soir, un groupe de recherche se forma, lanternes à la main, ratissant les prairies et les chemins qui bordèrent le village. Miss Marple, bien qu'incitée à rester à l'intérieur, erra jusqu'à la lisière de la verdure. Elle regarda les lumières vaciller dans le crépuscule, le cœur troublé par le souvenir du rire de Madame Alderton lors des déjeuners, désormais étrangement absent. Le village semblait retenir son souffle. Les chiens aboyaient nerveusement. Un hibou ulule dans l'if du cimetière. Puis, juste au moment où l'horloge du clocher sonnait 8 heures, un cri s'éleva en direction de l'étang du moulin. C'était tranchant, perçant et indéniablement rempli d'horreur. Des lanternes vacillaient dans l'obscurité, projetant de longs et fins faisceaux sur l'herbe humide. Les villageois se hâtaient vers le cri, leur voix s'élevant en exclamations nerveuses. Miss Marple, marchant à son rythme habituel, suivit le sentier qui serpentait vers l'étang du moulin, où les roseaux murmuraient dans la brise nocturne et où l'eau reflétait la fine tranche de lune. L'inspecteur Craddock était déjà là, repoussant une foule de badauds, la mâchoire serrée, la voix sévère. Il ordonna aux villageois de reculer, que personne ne touche à rien. Éloignez-vous de la banque. 2 hommes de l'équipe de recherche avaient découvert la scène.
Leur lanterne éclairait une silhouette allongée face contre terre, près du bord de l'eau, un bras à moitié immergé dans l'étang. Le tissu pâle de sa robe lui collait au corps. Un frisson parcourut l'assistance, car il n'y avait aucun doute sur l'identité de Madame Alderton. Des hoquets de surprise parcoururent la foule. Madame Price Ridley serrait le bras de Mademoiselle Hartnell, murmurant à voix haute qu'elle savait que quelque chose de terrible allait arriver. M. Alderton, pâle comme la craie, s'avança, mais fut retenu par l'inspecteur. Sa voix se brisa lorsqu'il appela le nom de sa femme dans la nuit, se transformant en un sanglot qui fit taire même les commères. Cradock s'accroupit près du corps, sa lanterne allumée. Il l'examina rapidement, puis donna un bref ordre aux gendarmes d'aller chercher un médecin. « Elle est là, depuis plusieurs heures, » murmura-t-il d'un ton sombre. « Aucun signe de lutte à proximité. Mais ce n'est pas un accident. Les mots étaient lourds, comme la fumée après un incendie. » Miss Marple, debout silencieusement à l'orée du bois, fixait son regard non pas sur le corps, mais sur le sol, juste au-delà des roseaux. Le sol était meublé par les pluies printanières, et pourtant, curieusement, aucune empreinte de pas ne menait directement à cet endroit, seulement de légères éraflures près du sentier, comme si quelqu'un avait pris soin de marcher avec précaution. Cradock se redressa et fit face aux villageois qui se pressaient de plus près, avides de détails. C'est désormais une affaire de police. Tout le monde rentre chez soi immédiatement. Les dépositions seront recueillies demain. Pas de ragot, pas de théorie. Laissez-nous faire. Bien sûr, à Saint. Mary Mead, une telle requête équivaut à demander à la marée de ne pas monter. Lorsque les villageois se dispersèrent, les rumeurs de meurtre, de jalousie et de scandale avaient déjà commencé. Certains disaient que Madame Alderton devait rencontrer le mystérieux inconnu dont Mademoiselle Hartnell avait parlé. D'autres murmuraient à propos de Madame Templeton et de son étrange cadeau, la boîte à cartes laquée, qui semblait porter malheur. Plus tard, de retour à son cottage, Miss Marple était assise, son tricot intact sur les genoux. Elle repensa au rire de la jeune femme au déjeuner, à la façon nerveuse dont elle avait serré la boîte, et à l'étrange malaise que cet objet semblait susciter chez les autres. Miss Marple avait connu de nombreuses boîtes dans sa vie, des souvenirs, des vides-poches, de petits coffres remplis de détritus sentimentaux, et presque toutes contenaient plus que ce que leur apparence laissait entendre. Les gens n'étaient pas si différents, songea-t-elle. Apparemment raffinés, intérieurement encombrés de secrets. Le lendemain matin, le village s'éveilla au son solennel de la cloche de l'église. La nouvelle s'était rapidement répandue. Le médecin confirmait que Madame Alderton s'était noyée, mais pas par accident. Des ecchymoses le long de ses poignets suggéraient une contention, et une légère marque sur son cou témoignait d'une lutte avant que l'eau ne l'emporte. L'inspecteur Cradock convoqua une petite réunion au presbytère. M. Alderton, hagard et les yeux rouges, était assis, raide. Madame Templeton, impeccable comme toujours, fut convoquée pour donner le curieux prix de la tombola. Quelques autres personnes, restées après le déjeuner, furent également invitées. Mademoiselle Marple fut invitée à une demande discrète. Cradock avait depuis longtemps compris la valeur de sa présence, aussi douce et discrète soit-elle. « Commençons par la boîte, » dit Cradock fermement en posant la boîte en carton laqué sur la table. Sa surface brillante brillait dans la pénombre, les fleurs peintes prenaient un aspect presque sinistre. « Madame Templeton, vous avez soulevé cette question. Pourquoi » Madame Templeton croisa les mains. Comme je l'ai expliqué, il provenait de Singapour. Mon défunt mari l'avait acquis dans le cadre d'une affaire et cela semblait être une contribution appropriée. Je vous assure que je n'imaginais pas que cela se révélerait si malheureux. M. Alderton parlait d'une voix rauque. Ma femme semblait mal à l'aise. Elle disait que la boîte sentait le vernis et la fumée.
Je lui ai répondu que c'était son imagination. Les yeux de Miss Marple vacillèrent. Une odeur, pensa-t-elle, était rarement imaginaire. Elle s'accrochait souvent obstinément à l'histoire, tout autant que le vernis ou la peinture. L'inspecteur Craddock insista. Ces questions acerbes. Mais Miss Marple se rassit, laissant son esprit vagabonder dans les souvenirs de tragédies passées, de jeunes mariés perdus, de vieilles querelles qui s'étaient terminées dans l'amertume. Elle savait que dans chaque village, sous les jardins ordonnés et les déjeuners polis, se cachaient les racines de la jalousie, de la trahison et de la peur. La séance se termine sans confession, sans issue claire. Pourtant, alors que les villageois quittent le presbytère, Mademoiselle Marple remarqua un petit détail et, révélant cela, Madame Templeton, attrapant ses gants, effleura la surface de la boîte laquée. Et, l'espace d'un bref instant, son expression se crispa, comme si elle avait touché quelque chose à la fois familier et redouté. Miss Marple, ramassant son sac à tricot, baissa les yeux pour que personne ne remarque son observation perspicace. La boîte n'était pas une simple décoration exotique. C'était un réceptacle de secrets et, soupçonnait-elle, la première étape pour comprendre pourquoi une jeune femme gisait maintenant, froide près de l'étang du moulin. Cette nuit-là, alors que le village fermait ses fenêtres pour se protéger du froid, une autre rumeur se répandit selon laquelle quelqu'un avait été vu près du jardin du presbytère au crépuscule, se déplaçant rapidement, presque furtivement, avant de disparaître dans la ruelle. Le lendemain matin, la rumeur du nombre aperçu, voltiger près du jardin du presbytère, était devenue le principal sujet de conversation à Saint. Mary Mead. Au comptoir du boucher, on disait qu'il s'agissait d'un homme grand et large d'épaules. À la poste, elle s'était transformée en une silhouette encapuchonnée, au sexe indéterminé. Et lorsque Madame Price Ridley en arriva à ce sujet, elle était certaine qu'il s'agissait d'un étranger, rôdant dans les parages avec de mauvaises intentions. Miss Marple écoutait avec sa sérénité habituelle. Elle avait vu bien des histoires s'envenimer entre le comptoir de la boutique et le portail du cottage. Pourtant, elle prêta plus d'attention que la plupart à ce récit, car il provenait du jeune Tommy Jarvis, le garçon de course du pasteur, dont le regard perçant était irrésistible. Tommy avait raconté aux gendarmes qu'en allant chercher du bois, il avait aperçu quelqu'un accroupi près de la haie du presbytère, observant les fenêtres avec une intensité qui le glaçait. Avant qu'il puisse crier, la silhouette s'envola dans le crépuscule. L'inspecteur Craddock arriva de nouveau, cette fois avec une détermination plus farouche. La découverte du corps de Madame Alderton avait transformé l'affaire, passant du simple scandale villageois à un crime exigeant des éclaircissements. Il ordonna une fouille minutieuse du terrain du presbytère, des allées du jardin et des haies. L'agent et 2 volontaires fouillèrent le sol à la recherche de traces, mais un seul objet intéressant, un morceau de papier froissé, à moitié caché dans le sol près de la haie. Craddock le déplia à la lumière de sa lanterne. Le papier portait un fragment d'écriture manuscrite, des lettres inclinées à l'encre délavée. Seuls quelques mots étaient lisibles. Boîte de retour dangereuse. Le reste avait été arraché, comme si quelqu'un l'avait déchiré à la hâte. L'inspecteur fronça les sourcils. Un avertissement, peut-être, ou un message qui ne devait jamais être découvert. Miss Marple, debout à ses côtés, scruta le papier. Son regard s'attarda sur l'écriture. Elle avait une courbe féminine, quoique ferme, comme si elle avait été écrite par quelqu'un habitué à une correspondance soignée. Elle ne dit rien, se contentant de ranger cette observation dans les tiroirs bien rangés de son esprit. Pendant ce temps, les villageois s'impatientaient. Dans l'après-midi, les spéculations avaient laissé place à des accusations ouvertes. Certains murmuraient que Madame Templeton en savait plus qu'elle ne l'admet au sujet de la boîte laquée. D'autres murmuraient à propos du mystérieux inconnu aperçu en compagnie de Madame Alderton. Et un groupe plus restreint, plus discret, se demandait à voix haute si M. Alderton lui-même
n'était pas le mari en deuil qu'il semblait être. Miss Marple passa l'après-midi chez la femme de chambre de Madame Alderton, une jeune fille timide nommée Bess. Bess était encore pâle de choc, les yeux rougis par les larmes, mais elle s'accrochait à cette occasion de parler. « Elle était si gentille, madame, » dit Bess en tordant son tablier. Mais cette boîte, dit-elle, lui donnait des frissons. Elle la posa sur la cheminée et n'y toucha plus. Elle dit qu'elle semblait l'observer. Miss Marple demanda doucement. « Attendez, je mentionne autre chose. Un souci? Une dispute? » Bess hésita, puis baissa la voix. Il y avait une lettre, la veille du déjeuner, arrivée en main propre, pas par la poste. Elle l'avait lue dans le jardin, et après, elle avait l'air troublée. Je lui ai demandé de qui elle venait, mais elle a seulement répondu « Une vieille connaissance. Mieux vaut oublier. » Elle l'a déchirée aussitôt en morceaux. Je les ai ramassés, mais je n'ai pas réussi à en démêler les morceaux. Miss Marple hocha la tête pensivement. Une lettre manuscrite, une boîte abandonnée dans le cimetière, une note avertissant de la présence de fragments dangereux d'un puzzle inachevé. Ce soir-là, tandis que les ruelles du village s'assombrissaient, Miss Marple était assise près de son foyer, son tricot mis de côté. Elle songea aux multiples façons dont les secrets surgissent dans une petite communauté. Une femme disparaissait, un inconnu aperçu, une boîte qui déstabilisait tous ceux qui la touchaient. Et au cœur de tout cela, la folie humaine, l'orgueil, la jalousie ou la peur jouaient toujours un rôle. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Elle l'ouvrit et trouva l'inspecteur Craddock, le visage grave. « Je pensais que vous devriez le savoir, Miss Marple, » dit-il doucement. « Nous avons trouvé des empreintes de pas partant des bottes des jardiniers du presbytère en direction de l'ancienne route de la carrière. Celui qui rôdait là a fait tout son possible pour ne pas être vu. »« Et le mot ?» demanda doucement Miss Marple. Craddock soupira. Pas de signature, pas de signification claire. Mais il est question de la boîte. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'un vilain bibelot est au cœur de cette histoire. Miss Marple joignit les mains. On accorde souvent beaucoup de poids aux objets, inspecteur. Mais c'est la main humaine qui place l'objet, l'esprit humain qui le craint. La boîte elle-même peut être inoffensive ou non. Il faut, je pense, s'interroger sur les motivations qu'elle suscite chez les autres. Craddock l'observa un instant, puis hocha brièvement la tête. « Tu as peut-être raison, comme d'habitude, mais je te le dis, plus vite nous découvrirons qui a écrit ce mot, plus vite nous saurons qui rôdait dans le presbytère. » En partant, Miss Marple retourna à sa chaise, les yeux rivés sur les ombres de son propre jardin. Elle ne put s'empêcher de penser que l'ombre près du presbytère n'était pas simplement celle d'un intrus. C'était la première fois qu'elle entrevoyait clairement quelqu'un dont le secret commençait à être dévoilé. Et alors même qu'elle le pensait, la cloche de l'église sonna une fois, lourde et sombre, résonnant à travers le village comme un avertissement de révélations plus sombres à venir. Le lendemain de la découverte du message, le village semblait à la fois agité et méfiant. Les ménagères s'attardaient aux portes des jardins, leurs yeux parcourant les allées comme si elles s'attendaient à revoir la silhouette obscure réapparaître. Les rumeurs étaient plus vives que jamais, chaque rumeur apportant de nouveaux embellissements comme les mauvaises herbes au printemps. À l'auberge du Sanglier Bleu, les conversations étaient particulièrement animées. Plusieurs hommes jurent avoir aperçu un étranger, grand, blond, portant une valise sombre. L'un d'eux affirmait loger dans une chambre de l'auberge depuis plusieurs jours, bien que Madame Chalmers, la propriétaire, ait catégoriquement nié avoir eu de telles fréquentations sous son toit. L'histoire, une fois née, refusait de mourir. L'inspecteur Craddock, las des conjectures, décida d'aller se promener dans la rue principale avec son agent, espérant régler l'affaire. Miss Marple, qui faisait sa promenade matinale au même moment,
emboîta naturellement le pas à quelques pas derrière. Sa présence, apparemment désinvolte, était en réalité délibérée. Elle avait depuis longtemps découvert que les gens parlaient souvent plus librement lorsqu'elle ressemblait à une vieille dame inoffensive profitant du grand air. C'est devant le magasin du drapier que la première information utile apparut. Madame Archer, la femme de l'épicier, sortit précipitamment et faillit percuter l'inspecteur. « Oh, vous voulez savoir ceci, monsieur ?» dit-elle à bout de souffle. « Le fils de ma cousine jure avoir vu Madame Alderton avec un monsieur près de la gare la semaine dernière. Un bel homme, cheveux clairs, costume de coupe étrangère. Pas d'ici, c'est sûr. » Les sourcils de Craddock se froncèrent. Le garçon avait-il entendu un nom? Madame Archer hésita. Il pensait qu'elle l'appelait Philippe ou Félix. Il n'en était pas sûr. Les yeux de Miss Marple pétillaient faiblement, bien qu'elle ne dise rien. Les noms étaient des choses difficiles à retenir, souvent à moitié mémorisées, mais même l'incertitude pouvait s'avérer utile. L'inspecteur poursuivit ses investigations, mais la plupart des réponses restèrent vagues. Certains affirmèrent avoir vu un inconnu, d'autres le niaient. Le village semblait divisé entre ceux qui cherchaient à entourer chaque ombre de mystère et ceux qui préféraient la fermer hermétiquement. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Madame Templeton. Elle la trouva dans le salon, élégamment assise devant un petit secrétaire, les lettres étalées devant elle. Curieusement, la boîte à cartes laquée n'était plus en vue. « Ma chère Miss Marple, » dit Madame Templeton avec un sourire entendu, « c'est gentil de votre part de venir me voir. Je dois avouer que tous ces désagréments m'ont profondément bouleversé. Pauvre Madame Alderton, c'est terrible au-delà des mots. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « Oui, en effet. » On ne peut s'empêcher de se demander, cependant, si sa rencontre avec un inconnu ne lui a pas causé d'ennui. On raconte qu'elle a été vue en conversation avec un grand monsieur d'apparence étrangère. L'espace d'un instant, le sang-froid de Madame Templeton vacilla. Elle ajusta inutilement la pile de lettres avant de répondre. « Je ne saurais vraiment pas dire. J'ignorais qu'elle fréquentait autant de monde. Peut-être les gens imaginent-ils plus qu'ils ne le devraient. » Miss Marple laissa son regard dériver vers le secrétaire. Parmi les liasses de correspondances bien rangées se trouvait une unique feuille de papier crème, à moitié couverte d'une écriture grasse. Les boucles des lettres ressemblaient vaguement aux fragments retrouvés près de la haie du presbytère. Miss Marple le nota attentivement, son expression douce et constante. Lorsqu'elle prit congé, Madame Templeton lui serra chaleureusement la main, mais sa prise était plus froide que ne l'exigeait la simple courtoisie. Ce soir-là, l'inspecteur rend visite à Miss Marple à son cottage. Il avait recueilli des déclarations toute la journée, mais n'avait pas avancé davantage. « Je n'arrive pas à cerner cet inconnu, » admit-il en se frottant les tempes. « Trop de témoignages, pas assez de certitude. Soit il existe, soit le village l'a inventé de toutes pièces. » Miss Marple lui sert du thé, d'un ton posé. « Oh, il existe, inspecteur. Les villageois s'accordent rarement sur la couleur d'un chat, mais quand plusieurs voient de la même silhouette se faufiler dans le jardin, on peut supposer qu'il s'agit d'un chat, même si ce n'est peut-être pas de la couleur qu'ils décrivent. » Craddock émit un petit rire malgré sa fatigue. « Vous croyez donc que Madame Alderton avait rendez-vous? »« Je crois, » dit doucement Miss Marple, qu'elle était troublée par un passé qu'elle souhaitait oublier. Ce genre de passé a tendance à nous rattraper, surtout lorsqu'il est lié à quelque chose de tangible, comme cette boîte laquée. Avant que l'inspecteur puisse répondre, on frappa violemment à la porte. C'était l'agent, chapeau à la main, essoufflé par la hâte. Sir News de la gare. Le guichetier jure qu'un homme correspondant à la description de notre inconnu a acheté un billet aller-retour pour Londres le lendemain de la disparition de Madame Alderton. Il est parti par le premier train. Le visage de Craddock s'assombrit.
Il était donc réel, après tout, et maintenant, il n'est plus là. Miss Marple, assise sereinement avec sa tasse de thé, jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la nuit se pressait contre les carreaux. « Pas encore parti, inspecteur ?» dit-elle doucement. « Il n'attend qu'à être trouvé, et j'ose dire que le village lui-même vous révélera où chercher si l'on écoute attentivement. » Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme le faible tintement d'une cloche lointaine. Et dehors, quelque part au-delà des haies, un chien aboya, brusque et aigu, comme pour avertir d'une présence invisible qui rôdait encore dans les environs. Le lendemain matin, gris et humide, le genre de matin où la brume s'accrochait aux haies et où chaque bruit semblait étouffé, comme si le village retenait son souffle. Miss Marple, cependant, vaquait à ses courses avec empressement, son panier au bras, écoutant comme à son habitude le courant sous-jacent des ragots qui coulait plus librement quand on la croyait occupée à peser des pommes ou à choisir un morceau de pain. Au bureau de poste, Madame Hartnell se pencha par-dessus le comptoir et murmura à Mademoiselle Émilie Barton, la receveuse. « Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des timbres étrangers sur les lettres de Madame Templeton? Une écriture grasse en plus, pas du tout anglaise. Je parie que la moitié de ces problèmes viennent de l'étranger. » Emily Barton parut surprise, puis sur la défensive. « Je n'ouvre pas les messages, mais je peux vous dire ceci. Madame Templeton a reçu plusieurs lettres marquées personnelles. J'ai toujours trouvé curieux qu'elle les récupère elle-même plutôt que de les faire livrer. » Les yeux de Miss Marple vacillèrent, sans toutefois faire de commentaire, si ce n'est une légère observation sur le temps humide. Mais elle gardait précieusement cette remarque. Des lettres recueillies en personne, un inconnu au village et le mystérieux mot remis en main propre par Madame Alderton, tout cela était indissociable. L'inspecteur Craddock se montre moins patient face aux spéculations. Cet après-midi-là, il convoqua une fois de plus Madame Templeton au presbytère. Mademoiselle Marple, discrètement invitée, observa les questions de l'inspecteur s'aiguiser. « Madame Templeton, plusieurs témoins ont mentionné des lettres étrangères que vous avez reçues. Pouvez-vous m'en indiquer l'origine? » Madame Templeton, impeccable dans sa robe gris tourterelle, leva le menton. « Les associés de mon défunt mari à Singapour correspondent toujours avec moi. Il n'y a sûrement rien d'inhabituel à cela. J'ai des amis à l'étranger. Et vous n'avez aucun lien avec Madame Alderton au-delà du déjeuner? » Son silence est bref, mais il n'échappa pas à Miss Marple. « Rien d'important ?» dit enfin Madame Templeton. Nous échangeâmes quelques plaisanteries. Elle semblait bien, frivole. C'est tout. Craddock se pencha en avant. « Et la boîte? Vous avez choisi de l'offrir comme prix de tombola. Pourquoi? » Pour la première fois, le sang-froid de Madame Templeton se brisa. Ses mains se crispèrent sur ses gants. Parce que cela me rappelait une époque que j'oublierai plus vite. C'était censé être hors de chez moi, rien de plus. Je ne voulais pas que cela me fasse du mal. Miss Marple, observant en silence, vit non seulement les gants se resserrer, mais aussi le léger tremblement dans la voix de la femme. Ce n'était pas un simple objet de décoration qu'on jetait. C'était un vestige de quelque chose de plus sombre. Plus tard, dans la soirée, tandis que l'inspecteur se débattait avec des demi-vérités et des échappatoires, Miss Marple appela à son tour M. Alderton. Elle le trouva seul, la maison plongée dans un silence pesant. « Pardonnez-moi, Monsieur Alderton, » dit-elle doucement, « mais il est parfois utile de parler à quelqu'un en dehors des affaires officielles. Votre femme a-t-elle déjà évoqué Singapour ou des affaires avec Madame Templeton? » Le visage de M. Alderton pâlit, pas directement, mais la boîte la troublait. Elle disait qu'elle réveillait un souvenir qu'elle ne parvenait pas à situer, comme un nom à moitié oublié. La veille du déjeuner, elle resta assise à la contempler, comme si elle craignait qu'elle ne signifie quelque chose de terrible. A-t-elle dit d'où venait ce sentiment? Il hésita,
puis secoua la tête. Non. Elle déchira une lettre qu'elle avait reçue le jour même, mais je n'ai jamais su de qui. Je crains maintenant qu'il y ait un lien. Miss Marple incline la tête, ses yeux bleus doux mais inflexibles. Je crois, monsieur Alderton, que votre femme en savait plus qu'elle n'en reconnaissait. Parfois, les objets portent en eux le souvenir de visages et d'actes d'un passé lointain. Et parfois, ces souvenirs sont dangereux. Lorsqu'elle quitta sa maison, le crépuscule s'épaississait, les lampes luisant faiblement dans la brume. Sur le chemin, elle rencontra le jeune Tommy Jarvis, qui la tira par la manche avec excitation. « Mademoiselle Marple, j'ai revu cet homme, l'étranger, près de la route de la gare, juste avant la nuit. Il semblait effrayé d'être suivi. » Miss Marple posa doucement la main sur l'épaule du garçon. « Tu es très observateur, Tommy. C'est un don, même si ce n'est pas toujours agréable. Garde-le pour toi pour l'instant. Trop de langues se délient trop vite. » Ce soir-là, l'inspecteur arrive de nouveau au cottage de Miss Marple, le front plissé. Il déposa sur sa table une enveloppe déchirée, mais portant encore des fragments d'écriture. Un de mes hommes la trouva derrière le drapier. On dirait qu'elle avait été déposée à la hâte. Voyez ici les mots « Templeton » et « boîte ». Pensez-vous qu'il y ait un lien? Miss Marple examina le morceau de papier, ses doigts se posèrent sur le papier. La main penchée lui était familière. Elle avait déjà aperçu quelque chose de très similaire sur le secrétaire de Madame Templeton. « Oui, inspecteur, dit-elle doucement, je crois que nous nous rapprochons de la vérité. Mais attention, quand les secrets nous entourent, il arrive que des gens se livrent à des violences soudaines. Il faut s'y préparer. » Tandis qu'elle parlait, on frappa à la porte. Le gendarme resta là, essoufflé, ses mots s'agitant à toute vitesse. « Monsieur, il y a eu un incident à l'auberge. Quelqu'un a tenté de forcer la porte de la chambre de Madame Templeton. » Le regard de Miss Marple croisa celui de Cradock, calme mais grave. « Il semble, murmura-t-elle, que l'ombre de la boîte s'allonge. » L'auberge du Sanglier Bleu était en émoi lorsque l'inspecteur Cradock et Miss Marple arrivèrent. Madame Chalmers, la propriétaire, se tordait les mains dans l'embrasure de la porte, son tablier de travers et son visage habituellement rouge. À l'intérieur, la salle grouillait de villageois, avides de la moindre nouveauté. « C'était affreux !» s'écria l'inspectrice Madame Chalmers en les conduisant dans l'étroit escalier. « Quelqu'un a essayé de forcer la porte de Madame Templeton. Si le jeune Ned n'avait pas apporté du charbon, le loquet aurait cédé. » Au sommet du palier, la porte de la chambre de Madame Templeton portait les marques de violence. Le bois était fendu près de la serrure et le loquet métallique pendait de travers. Madame Templeton elle-même se tenait à l'intérieur, les cheveux détachés de leur coiffure impeccable, le visage pâle mais résolu. « Il voulait entrer, » dit-elle d'une voix tendue. J'entendis le frottement d'un outil contre la serrure, puis la porte trembla sous le choc. Celui qui avait été tué s'enfuit au cri du garçon. Cradock examina les dégâts d'un air sombre. « L'avez-vous vu? » ?»« Non, seulement des pas qui s'éloignaient rapidement dans le couloir. Des pas lourds, je crois. Ceux d'un homme, sûrement. » Miss Marple, entrant dans la pièce, parcourt attentivement le mobilier du regard. Le lit était propre, le bureau couvert de papier, mais une certaine nervosité régnait dans les lieux, comme si quelqu'un avait gardé des secrets trop longtemps. Sur le secrétaire reposait une enveloppe, glissée à la hâte sous un livre, mais suffisamment loin pour que son œil perçant ne la manque pas. « Je dois demander, madame, » dit Cradock, « est-ce que quelque chose a été pris? » Madame Templeton se redressa. « Rien. Mais il est clair que quelqu'un croit que je possède quelque chose de valeur, quelque chose qu'il cherche désespérément. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air et Miss Marple et Cradock jetèrent instinctivement un coup d'œil vers la boîte à cartes laquée
posées sur la table de chevet. Ces fleurs polies brillaient faiblement à la lumière de la lampe, d'une sérénité trompeuse. Cradock se retourna brusquement. « Qu'est-ce que c'est ici? Je croyais que nous l'avions pris comme preuve. » Le sang-froid de Madame Templeton vacilla un bref instant. « Je lui ai demandé de me le rendre. Il est à moi, après tout. Vous ne pouvez sûrement pas penser. » Miss Marple intervint doucement, d'une voix calme. « Les objets, chère Madame Templeton, ont le don de nous rappeler des souvenirs, surtout s'ils sont porteurs de souvenirs difficiles à oublier. Pour certains, la simple vue d'un tel coffret peut avoir plus de valeur que n'importe quel bijou. » L'inspecteur lui lança un regard, mais elle resta assise tranquillement sur une chaise, les mains jointes, les yeux brillants. Après avoir interrogé Madame Templeton sans grand succès, Cradock congédia la foule de villageois qui s'étaient attardés dans le hall. Ned, le garçon de charbon, était catégorique. Une grande silhouette l'avait dépassé à toute vitesse, descendant l'escalier de service. Dans la pénombre, il n'avait aperçu que la silhouette d'un homme en manteau sombre. Cette nuit, l'auberge fut placée sous surveillance, mais le malaise s'était déjà répandu. Au matin, les langues se délièrent sérieusement. Certains affirmaient que l'intrus était le mystérieux inconnu, d'autres que c'était M. Alderton lui-même, désireux de découvrir les secrets de sa défunte épouse. Quelques-uns murmurèrent que Madame Templeton jouait peut-être un rôle, organisant l'intrusion pour des raisons qui lui étaient propres. Miss Marple, assise dans le jardin du presbytère avec son tricot, écoutait tout cela avec une patience tranquille. Pourtant, dans son esprit, elle arrangeait les pièces avec une clarté croissante. Une lettre déchirée, une autre cachée, une femme trop désireuse de se débarrasser d'un objet mais refusant de le laisser partir. Et maintenant, une tentative désespérée de s'emparer de ce que la boîte pouvait bien cacher. Lorsque l'inspecteur Cradock la rejoint, l'air plus étrange que jamais, elle fait remarquer doucement. C'est un peu comme un enfant qui essaie de reprendre un jouet prêté à quelqu'un d'autre, sauf qu'ici, le jouet est dangereux et l'enfant peut tout donner pour le récupérer. Cradock soupira. Il faut alors découvrir ce que contient cette boîte. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. En effet, inspecteur. Mais peut-être n'est-ce pas l'objet lui-même, mais la connaissance de ce qu'il représente, que quelqu'un est prêt à tuer pour le dissimuler. Ces paroles restèrent en suspens, et juste au moment où l'horloge de l'église sonnait midi, un messager arriva essoufflé de la gare avec des nouvelles inquiétantes. Un billet pour Londres, haletant, il avait été acheté ce matin par un homme correspondant à la description de l'inconnu. Il était monté dans le train il y a à peine une demi-heure. Cradock se leva d'un bond, mais Miss Marple resta sereinement assise, l'air pensif. L'étranger, murmura-t-elle, est pressé. Ce qui signifie, inspecteur, que quelque chose ou quelqu'un l'a poussé à agir plus tôt qu'il ne le souhaitait. La nouvelle du départ de l'étranger se répandit rapidement, attisant les spéculations à Saïd, Mary Mead. Certains villageois affirmèrent que c'était une preuve de culpabilité. Sinon, pourquoi un homme disparaîtrait-il au plus haut des soupçons? D'autres insistèrent sur le fait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, que le gentleman avait des affaires en ville et ignorait tout de même Alderton. L'inspecteur Cradock, cependant, n'était pas disposé à laisser l'affaire au hasard. Il dépêche un agent à Londres avec pour mission de contacter Scotland Yard et de retracer les déplacements de l'étranger. En attendant, il resta au village, certain que les racines du crime ne se trouvaient pas dans les rues animées de Londres, mais dans les ruelles tranquilles de St. Mary Mead. Miss Marple, assise à la fenêtre de son cottage, réfléchissait à la question avec un calme et un détachement. Un oiseau peut voler vers un autre arbre, se disait-elle, mais le nid qu'il a construit reste sur place. Et c'est souvent le nid qui en dit plus que l'oiseau lui-même. Plus tard dans l'après-midi, elle prit le thé chez Madame Price Ridley,
où la conversation tourna, comme toujours, vers les dernières rumeurs. « On dit que c'était un agent étranger », déclara Madame Price Ridley avec délectation. « Un espion! C'est la seule explication. Sinon, pourquoi Madame Templeton recevrait-elle autant de lettres étrangères? » Mademoiselle Hartnell, assise raide avec sa tasse de thé, n'était pas d'accord. Absurde, c'était un prétendant. Madame Alderton devait cacher des secrets à son mari. Pauvre homme, quelle honte! Miss Marple, remuant son thé, se contenta de sourire. « C'est curieux, » dit-elle doucement, comme les secrets choisissent souvent leur moment pour surgir. Parfois, ils apparaissent sous la forme d'un inconnu, parfois sous celle d'une lettre, et parfois, tout simplement, dans l'expression du visage d'une personne qui croit être seule. Les deux dames parurent perplexes, mais Miss Marple n'en dit pas plus. Elle avait perçu, dans l'attitude de Madame Templeton, un éclair de reconnaissance trop vite masqué à chaque mention de l'inconnu. Cela suffisait à lui faire comprendre que le fil conducteur de Londres, bien qu'important, n'était pas le cœur du problème. Le soir, l'inspecteur Craddock est revenu au cottage de Miss Marple, l'air fatigué et irritable. Pas encore de nouvelles de Londres. Mais nous avons appris autre chose. La femme de chambre du Blue Boar jure avoir trouvé un mot glissé sous la porte de Madame Templeton ce matin. Il n'était pas signé, écrit à la hâte et disait seulement « Ne parlez pas ». Il nous surveille. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Et Madame Templeton, elle prétend l'avoir détruit. Elle a dit que c'était une absurdité, une farce. Mais je n'y crois pas un seul instant. Miss Marple se renversa dans son fauteuil, le regard pensif. Une femme qui détruit une lettre le fait généralement pour deux raisons, inspecteur. Soit elle contient d'une vérité qu'elle n'ose pas admettre, soit c'est un mensonge dans lequel elle craint de se faire piéger. Quoi qu'il en soit, cela nous révèle qu'elle est bien plus impliquée qu'elle ne le prétend. Leur conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte. C'était Bess, la femme de chambre de Madame Alderton, les mains crispées dans son tablier. « Il fallait que je vienne, Miss Marple, » murmura-t-elle. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. La veille de sa disparition, ma maîtresse m'a dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Elle a dit qu'il valait mieux que je ne demande pas qui. Elle semblait effrayée, mais aussi déterminée. Elle portait la boîte sur elle, comme si c'était important. Les yeux de l'inspecteur Craddock s'écarquillèrent. Le rendez-vous était donc pris. Et elle prit la boîte. Cela signifie que quiconque le rencontrait était au courant et la voulait. Miss Marple hocha lentement la tête. « Oui, inspecteur. Et il me semble que la personne en qui elle avait suffisamment confiance pour la rencontrer était aussi celle qu'elle craignait. C'est souvent le cas en cas de trahison. Le danger ne réside pas dans l'étranger, mais dans le visage familier dont on espère qu'il sera bienveillant. » L'inspecteur fronça les sourcils, intrigué par son calme assurance. « Vous pensez que cela a moins à voir avec un étranger qu'avec quelqu'un d'ici, au village ?» Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement tandis qu'elle retournait à son travail. Il ne faut jamais sous-estimer la persistance silencieuse des vieilles rancunes, inspecteur. L'étranger peut jouer son rôle, mais c'est la main qui s'attarde près de chez nous qu'il faut surveiller de plus près. Comme pour appuyer ses paroles, la cloche de l'église sonna 9 heures, et de la ruelle, à l'extérieur, retentit un bruit strident de pas précipités. L'agent, essoufflé, franchit le portail. « Inspecteur, nous avons reçu un message de Londres. L'homme a acheté un billet, certes, mais il n'est jamais arrivé à la gare. Il a disparu en chemin, et le contrôleur ferroviaire jure l'avoir vu remettre un petit paquet noir à un autre passager avant sa disparition. » Miss Marple posa son tricot, les yeux brillants d'une résolution tranquille. « Ah » murmura-t-elle. « Ainsi, la boîte contenant ce qu'elle contenait a déjà changé de main. Cela, inspecteur, rend l'affaire infiniment plus dangereuse. La révélation que l'étranger avait disparu en cours de route, remettant un colis noir avant de disparaître, fit des vagues dans le village
comme une pierre tombée dans un étang. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock arpentait le bureau du presbytère, visiblement frustré. « Cela n'a aucun sens, marmonna-t-il. Si cet individu voulait se débarrasser de la boîte, pourquoi l'avoir apportée ici? Et pourquoi la donner à quelqu'un d'autre plutôt que de la garder pour lui? » Miss Marple, confortablement assise près du feu, lisse le bord de son tricot. « On souhaite souvent se débarrasser de ce qu'on ne peut pas posséder en toute sécurité, inspecteur. Lorsqu'un objet dangereux tombe entre les mains de quelqu'un, il est parfois plus confortable de le confier à quelqu'un d'autre, et vite. La question est de savoir qui a été choisi pour le recevoir, et pourquoi. » Craddock fronça les sourcils. « Si seulement nous savions ce qu'il y avait à l'intérieur de cette maudite chose. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. J'imagine qu'il n'était pas destiné à contenir des cartes. Les objets en lac sont parfois utilisés comme souvenir ou pour des papiers délicats. Je pense que Madame Templeton savait très bien pourquoi elle souhaitait le voir disparaître, et je pense que Madame Alderton en devinait plus qu'elle n'en laissait paraître. L'inspecteur n'eut pas le temps de répondre, car la porte s'ouvrit et l'agent entra, portant une enveloppe en papier Kraft. « Un message de Londres, monsieur. Scotland Yard a envoyé un message. Il pense que la boîte contenait des documents, des lettres liées à un scandale impliquant une entreprise étrangère, quelque chose à propos de cargaisons illicites pendant les années de guerre. » Craddock saisit l'enveloppe et parcourut rapidement le rapport. Son front se plissa davantage. Des lettres échangées entre une entreprise de Singapour et des contacts ici. Les dates concordent. Si de telles lettres existaient, elles seraient d'une grande utilité pour quelqu'un, que ce soit pour révéler la vérité ou pour la faire taire. Miss Marple resta assise, immobile, la lumière du feu illuminant ses lunettes. Et si le défunt mari de Madame Templeton avait des relations d'affaires à Singapour, ces lettres étaient peut-être tombées en sa possession. Une veuve hérite parfois de bien plus que de simples bibelots. L'inspecteur se tourna vers elle, l'air sombre, ce qui signifie que Madame Alderton est peut-être tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le lendemain matin, le village se réveilla et découvrit le sanglier bleu, une fois de plus, au centre des ragots. Madame Chalmers, troublée au-delà de toute mesure, déclara que Madame Templeton était partie subitement à l'aube, emportant avec elle seulement une petite valise de voyage. Elle n'avait laissé aucun mot de sa destination. « Disparue comme de la fumée », murmura la logeuse. « Et bon débarras, dis-je, même si c'est étrange qu'elle s'enfuit maintenant de tous les temps. » À midi, les spéculations allèrent bon train. Certains affirmaient qu'elle s'était enfuie à Londres pour rencontrer l'étranger. D'autres insistaient sur le fait qu'elle fuyait la disgrâce. Mais lorsque Miss Marple apprit la nouvelle, elle se contenta de soupirer doucement. Fuir cache rarement la vérité. Cela ne fait que la retarder. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Bess, la femme de chambre. La jeune fille, toujours pâle, lui confia quelque chose qu'elle avait eu trop peur de dire auparavant. « Le matin du déjeuner, j'épouserai la cheminée, madame, et je vis madame Alderton glisser un papier plié dans la boîte. » Elle regarda autour d'elle pour voir si je l'observais, puis referma hermétiquement le couvercle. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas osé poser la question. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « Ah, cela explique beaucoup de choses. Elle cachait quelque chose d'elle-même. Peut-être que la lettre qu'elle avait déchirée dans le jardin n'avait pas été entièrement détruite, finalement. Peut-être en avait-elle gardé des morceaux importants. » Bess hocha la tête nerveusement. Elle m'avait dit un jour, à voix basse, que s'il lui arrivait quelque chose, les gens devraient regarder la boîte. Miss Marple remercia gentiment la jeune fille et retourna dans les ruelles, son esprit tissant les fils. Un inconnu passant un colis, une veuve gardant une relique du passé de son mari, une jeune épouse effrayée qui cachait une lettre et en payait le prix.
De retour à son cottage, elle trouva l'inspecteur Craddock qui l'attendait. Il avait été informé par Scotland Yard qu'un homme correspondant à la description de Madame Templeton concernant sa connaissance étrangère avait été vu en train de rencontrer un autre contact à Londres. Mais il n'y avait aucune trace de la boîte. « Ils poursuivent peut-être des fantômes », dit Craddock avec irritation. « C'est comme de la fumée qui me glisse entre les doigts. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Pas de fumée, inspecteur, un schéma. » Ces lettres, ou ce qu'elles contenaient, étaient suffisamment dangereuses pour que plus d'une personne tue pour les faire taire. Et si Madame Templeton est partie, ce n'est pas parce qu'elle est innocente, mais parce qu'elle sait que la tempête se prépare. Craddock s'appuya lourdement contre le manteau. Il fallait donc la retrouver avant que la tempête n'éclate. Miss Marple regarda le feu d'une voix presque murmurée. « Oui, car les tempêtes, une fois déchaînées, sont difficiles à contenir, et une fois passées, elles laissent derrière elles des ruines. La question est de savoir qui craint le plus ces ruines. » À ce moment précis, la cloche de l'église sonna au loin, et un garçon courut dans la ruelle en direction du presbytère, sa voix aiguë d'alarme. « Ils ont encore trouvé quelque chose près de l'étang du moulin. » Creil. Quelque chose caché sous les roseaux. La foule se rassembla rapidement le long de la rive de l'étang du moulin, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide, les voix chuchotées mais pressantes. Un agent montait la garde, retenant les curieux, tandis que l'inspecteur Craddock était accroupi près des roseaux où deux des garçons du village avaient fait leur découverte. Miss Marple, arrivée un peu plus tard, se faufila à travers la foule avec sa tranquille obstination habituelle jusqu'à se retrouver juste derrière l'inspecteur. Là, à moitié dissimulé sous un fouillis d'herbes aquatiques, reposait un petit paquet enveloppé dans une toile cirée. Craddock le souleva avec précaution, l'humidité dégoulinant de ses bords, et déballa. Les couches détrempées pour révéler ce qui ressemblait à une pile de papier liée avec de la ficelle. La feuille supérieure était floue d'humidité, mais l'écriture épaisse et penchée était encore visible. « Des lettres », murmura Craddock d'un ton sombre. « Des dizaines. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, les yeux plissés, et cachée ici, à l'endroit même où la pauvre Madame Alderton avait été retrouvée. Ce n'est pas une coïncidence. L'inspecteur fit signe qu'on rapporte immédiatement les papiers au presbytère, à l'abri des regards indiscrets. Pourtant, alors même que les villageois se dispersaient à contre-cœur, les rumeurs recommencèrent. Certains affirmaient que Madame Alderton les avait cachés elle-même. D'autres insistaient sur le fait que le tueur avait tenté de s'en débarrasser. Et quelques-uns, baissant la voix, se demandaient si Madame Templeton était revenue secrètement récupérer ce qui lui appartenait. À l'intérieur du presbytère, le paquet était posé sur la table d'étude, les pages humides étalées délicatement sur les journaux pour sécher. Craddock les examina d'une main attentive, le visage crispé par la lecture. « Ce sont des lettres commerciales, » dit-il enfin en jetant un coup d'œil à Miss Marple. « Une correspondance entre une compagnie maritime de Singapour et un contact anglais. Expédition non enregistrée, paiement dissimulé. Ça sent le profit de guerre. Si Madame Alderton est tombée dessus, elle a peut-être deviné qu'elle valent de l'argent ou qu'elle pouvait ruiner la réputation de quelqu'un. » Miss Marple, assise en face de moi, joignit soigneusement les mains. « Et la ruine, inspecteur, est un mobile aussi puissant que la cupidité. Nombreux sont ceux qui sont prêts à tout pour éviter la disgrâce. » Craddock poussa un soupir. Le défunt mari de Madame Templeton était alors mêlé à cette histoire, et elle avait gardé ses lettres secrètes depuis le début. « Peut-être, » murmura Miss Marple. « Mais ne présumons pas trop vite. Il faut aussi se demander comment Madame Alderton les a obtenues. Elle n'avait aucune raison d'être au courant de telles transactions, à moins qu'on ne la lui impose ou qu'elle ne les trouve là où elle n'était pas censée se trouver. Leur conversation fut interrompue par M. Alderton, qu'on avait fait venir. Il entra dans la pièce, l'air décharné, les yeux fixés sur les pages éparses.
Ma femme parlait de secrets, dit-il d'une voix rauque. Elle avait dit un jour que chaque village gardait ses squelettes. Je la trouvais fantaisiste. Miss Marple le regarda avec bienveillance. Souvent, l'imaginaire est plus proche de la vérité que le raisonnable. Attelle n'a jamais expliqué pourquoi elle se sentait mal à l'aise avec Madame Templeton. Il hésita, puis hocha la tête. Oui, elle m'a dit qu'elle avait le sentiment que Madame Templeton la craignait, qu'elle l'avait regardée une fois de l'autre côté du cimetière, comme si elle voyait un fantôme. L'inspecteur Craddock fronça les sourcils. La craignait-il? Mais pourquoi? Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement, tandis qu'elle commençait à tricoter, mais son regard restait perçant. Car, inspecteur, Madame Templeton avait peut-être reconnu en même Alderton, quelqu'un capable de défaire sa façade soigneusement construite. La reconnaissance suscite souvent la peur, surtout lorsqu'elle menace de révéler d'anciens méfaits. L'inspecteur tapota les lettres humides avec impatience. Nous le saurons bien assez tôt. Ces papiers seront examinés par Scotland Yard. S'ils ont un lien avec son mari, Madame Templeton aura de nombreuses responsabilités. Mais Miss Marple en était moins certaine. Le comportement humain, pensait-elle, s'accordait rarement parfaitement avec les documents officiels et les transactions commerciales. Il y avait quelque chose de plus personnel dans cette tragédie. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, le silence s'installa au presbytère. Les lettres séchaient, chaque page étant un fragment d'un passé caché. Craddock partit organiser de nouvelles investigations, laissant Miss Marple seule dans le bureau quelques minutes. Elle se rapprocha de la table, son regard perçant scrutant les mots à peine lisibles. Parmi les listes d'envois et les références codées, une phrase lui sauta aux yeux. Confiée à City, Miss Marple pinça légèrement les lèvres. Elle savait que les initiales étaient un concept flou, mais elles étaient souvent plus pertinentes qu'on ne le pensait. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. L'agent fit irruption, le visage rouge. « Inspecteur Craddock !» crie, puis, ne voyant que Miss Marple, il ajouta, essoufflé. « On a retrouvé une autre lettre glissée sous la porte du presbytère il y a moins d'une heure, et celle-ci est un avertissement. Elle dit « Laissez le passé enterré, sinon un autre tombera. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais elle posa son tricot avec précaution. « Alors, dit-elle doucement, la tempête n'est pas passée. Elle ne fait que gagner en intensité. Le mot menaçant trouvé au presbytère causa plus de malaise que tous les ragots des jours précédents réunis. Le soir, les volets furent fermés plus tôt que d'habitude, les portes verrouillées et les lampes laissées allumées plus longtemps. Les villageois, qui avaient été avides de spéculation, parlaient maintenant à voix basse, jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule, comme si l'auteur du mot se trouvait à proximité. L'inspecteur Craddock, bien que calme en apparence, était perturbé. Il relut la lettre encore et encore. « Laissez le passé enfoui, sinon un autre s'effondrera. » Les mots étaient griffonnés à la hâte, mais avec une urgence menaçante. « C'est du bluff !» marmonna-t-il en arpentant le bureau du presbytère. « Quelqu'un essaie de nous faire peur et de nous détourner de la vérité. » Miss Marple, assise près du feu, son tricot sur les genoux, le regardait avec douceur. « Les bluffs sont souvent dangereux, inspecteur. Ceux qui profèrent des menaces ont généralement l'intention de les tenir si leur avertissement n'est pas entendu. C'est un peu comme une guêpe bourdonnant autour d'un pot de confiture. Elle piquera si on l'écarte. » Craddock fronça les sourcils. « Alors, qui est le prochain? Qui est en danger? » Miss Marple avait l'air pensive. « Sans doute celle qui détient encore le savoir que l'écrivain redoute. Madame Alderton est partie, la pauvre, mais d'autres en savent peut-être plus qu'ils ne le pensent. On parle librement dans les petits villages, inspecteur, et les mots, une fois prononcés, ne se retrouvent pas facilement. Cette nuit-là même, l'avertissement s'est avéré plus que des mots. Vers 10 heures, une agitation éclata près de la rue principale.
Les villageois se précipitèrent dans la ruelle et découvrirent M. Alderton affalé contre le portail du cimetière, le visage blême et le souffle court. Un médecin fut immédiatement appelé. Après examen, il déclara que Alderton avait été subtilement empoisonné par un ingrédient glissé dans son cognac du soir. « Il a de la chance », dit gravement le médecin. La dose n'était pas suffisante pour tuer, mais une autre tentative similaire réussirait. Cradock serra les poings. La menace était donc réelle. Quelqu'un voulait le faire taire. Miss Marple, qui avait accompagné l'inspecteur, pencha la tête vers l'homme blessé. M. Alderton remua faiblement, murmurant un seul mot, « lettre ». Puis il retomba dans l'inconscience. Le mot fit l'effet d'une étincelle. Les lettres, le paquet trouvé près de l'étang du moulin, la chose même dont tout le monde parlait. De retour au presbytère, Cradock ordonna de mettre les lettres retrouvées sous clé. Pourtant, son front resta plissé. Si Madame Alderton les a cachées et qu'Alderton lui-même est sur le point de mourir pour elle, cela signifie que quelqu'un croit en connaître le sens. Mais il jure qu'il ignorait tout des affaires de sa femme. Miss Marple, repliant délicatement son châle sur ses épaules, dit doucement « On prend souvent l'ignorance pour de l'innocence, mais parfois un homme voit plus qu'il ne l'avoue, surtout lorsque l'orgueil ou la honte l'empêchent de parler. Les craintes de sa femme ont dû le toucher plus profondément qu'il ne le croit. » L'inspecteur la fixa du regard. « Tu crois qu'il sait qui est le coupable ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Inconsciemment, peut-être. Mais la nature humaine a sa façon de trahir le savoir, même lorsque l'esprit tente de l'enfouir. Le lendemain matin, les soupçons se répandirent comme une traînée de poudre. Certains jurent que Mme Templeton était derrière l'attentat, d'autres accusent le mystérieux inconnu, et quelques-uns murmuraient que M. Alderton avait peut-être monté toute l'affaire pour s'attirer la sympathie. Le village bouillonnait de rumeurs, mais nul ne pouvait nier que le danger était devenu bien réel. L'inspecteur Cradock redoubla d'enquête, interrogeant chaque domestique et commerçant qui aurait pu pénétrer dans la maison d'Alderton ce soir-là. Pourtant, rien de clair n'en émergea. Seule Miss Marple, arpentant son allée de jardin dans la douce brume matinale, laissait son esprit s'attarder sur de petits détails. La main tremblante de Mme Templeton sur la boîte laquée, le récit de Bess concernant la lettre déchirée et les initiales de C.T. griffonnées dans la vieille correspondance. « Les gens écrivent souvent leurs initiales, » murmura-t-elle, « mais ils se rendent rarement compte à quel point elles peuvent être révélatrices, surtout quand d'autres préfèrent ne voir que ce qu'ils souhaitent. » À midi, de nouvelles arrivèrent de Londres. L'agent de police envoyé pour retrouver l'inconnu revint avec des informations troublantes. L'homme avait bien remis le colis, mais à une femme, et non à un autre homme. Elle était décrite comme grande, blonde et bien habillée. La description, bien que vague, provoqua un sentiment de reconnaissance chez ceux qui l'entendirent. Cradock lut le rapport à voix haute dans le bureau du presbytère. Une femme récupéra le colis. Et si je ne me trompe pas, il se pourrait bien qu'il s'agisse de Mme Templeton. Miss Marple le regarda par-dessus ses lunettes, l'air doux. Si c'était le cas, sa fuite n'était pas une évasion, mais une mission. Elle ne fuit pas la vérité, inspecteur. Elle court vers elle pour la saisir fermement. Avant que Cradock puisse répondre, la cloche de l'église sonna de nouveau, appelant les villageois avec une insistance sinistre. Un garçon fait irruption dans le bureau, essoufflé. « Inspecteur, une autre note est arrivée. » Celle-ci était clouée sur la porte de l'église. Elle disait « La boîte contenait plus que des papiers. Cherchez la clé cachée, si vous l'osez. » Miss Marple se leva lentement, son tricot tombant silencieusement dans ses mains. « Ah !» dit-elle doucement. « Maintenant, nous commençons à en voir la forme, car lorsqu'on parle de clé, inspecteur, elle n'ouvre que rarement des serrures. Elle révèle souvent des vérités que l'on ferait tout pour taire.
Le message cloué sur la porte de l'église a déstabilisé tout le village. Cherchez la clé cachée, si vous l'osez, peut-on lire en caractères gras et irréguliers. Ces mots étaient à la fois un défi et une provocation, et au matin, ils étaient devenus le sujet de conversation de tous les foyers. À la poste, Mademoiselle Hartnell insista sur le fait qu'il s'agissait d'une clé, peut-être celle qui ouvrirait un tiroir ou un coffre secret. Madame Price Ridley, plus imaginative encore, déclara que ce devait être symbolique. La clé du meurtre lui-même, dit-elle d'un ton sombre, baissant la voix, comme si le meurtrier pouvait écouter. Miss Marple, cependant, pensait qu'aucune des deux femmes n'avait entièrement raison ni entièrement tort. Assise dans sa chaumière soignée, son tricot posé à côté d'elle, elle s'interrogeait sur la nature des clés. « Ce sont des objets curieux, » murmura-t-elle, « car ils sont à la fois petits et puissants. Une clé n'est jamais importante en elle-même, mais seulement pour ce qu'elle protège, et parfois la serrure n'est pas une boîte, mais une personne. » Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock était furieux. « Un coup dangereux !» s'exclama-t-il en claquant le mot sur la table du presbytère. « C'est une moquerie, voilà ce que c'est. Quelqu'un se moque de nous. » Miss Marple jeta un coup d'œil aux lettres inégales. « Peut-être, inspecteur, mais les jeux révèlent souvent la personnalité du joueur. Celui qui a laissé ce message cherche à attirer notre attention pour nous attirer ou à nous distraire. À nous de décider. » Cet après-midi-là, Craddock ordonna une nouvelle fouille approfondie de la zone de l'étang du moulin. Les agents de police fouillèrent les roseaux et ratissèrent les eaux peu profondes. Les villageois, impatients d'observer, se rassemblèrent en groupe le long de la berge. Et là, après de nombreux efforts, un petit objet métallique fut exhumé de la vase. C'était sans aucun doute une clé. Rouillée, usée, mais intacte. L'inspecteur la brandit en signe de triomphe, tandis que Miss Marple plissa les yeux, pensive. « C'était peut-être trop commode, » murmura-t-elle. « Quand on vous demande de regarder dans une direction, mieux vaut souvent jeter un rapide coup d'œil dans une autre. » La clé fut néanmoins examinée. Elle était d'un modèle ancien, en laiton, avec une tête ovale inhabituelle. Personne au village ne prétendit la reconnaître. Le curé suggéra qu'elle pourrait appartenir à l'une des maisons construites avant la guerre. Madame Chalmers jura avoir déjà vu une telle clé dans la malle de sa grand-mère. Le soir venu, les soupçons s'alourdissent autour de Madame Templeton. Son absence était vivement ressentie et la nouvelle qu'une femme correspondant à sa description avait récupéré le colis à Londres donnait plus de poids à chaque rumeur. On murmurait qu'elle devait être au courant pour la clé, qu'elle avait laissé le mot elle-même. Miss Marple, cependant, resta silencieuse sur le sujet. Elle rendit une nouvelle visite à Bess, la femme de chambre, qui semblait de plus en plus inquiète de jour en jour. « Ta maîtresse t'a déjà parlé d'une clé ?» demanda doucement Miss Marple. Bess se tord les mains. « Une seule fois. Elle dit qu'il y avait quelque chose à mettre sous clé. Elle ne dit pas quoi, juste que cela ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. » Elle rit nerveusement en disant cela, comme si elle était mi-effrayée, mi-amusée. Miss Marple hocha lentement la tête. Et avait-elle un tiroir verrouillé, une armoire à elle? « Oui, madame, » murmura Bess, « dans son bureau. Mais la serrure était cassée depuis longtemps. Elle ne l'utilisait jamais. » Miss Marple la remercia gentiment et retourna dans les ruelles à la tombée de la nuit. Elle repensa au rire nerveux de Madame Alderton, à ses paroles sur une chose qui ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains et aux initiales griffonnées dans ses lettres. C.T. Ce soir-là, Craddock revint de ses recherches, l'air épuisé. La clé ne correspond à rien de ce que nous avons trouvé, ni au bureau, ni aux chaumières, ni aux vieilles malles du magasin paroissial. Et pourtant, toutes les lettres pointent vers un seul et même personnage, Templeton. Son nom revient sans cesse. Quelle que soit la valeur de ces documents,
Lui et sa veuve connaissaient le danger. Elle est peut-être en fuite, mais elle pourrait aussi revenir. Nous devons nous préparer à son retour. Miss Marple posa son tricot, l'air serein. « Vous avez peut-être raison, inspecteur. Pourtant, je me demande si la plus grande crainte de Madame Templeton n'est pas la révélation des agissements de son mari, mais les siens. Quand on hérite de secrets, on hérite parfois aussi de la culpabilité. Et la culpabilité, inspecteur, a le don de peser sur les gens jusqu'à ce qu'ils commettent des erreurs. » Tandis qu'elle parlait, le gendarme arriva de nouveau au presbytère, porteur d'une nouvelle lettre. Celle-ci s'était glissée sous la porte du sanglier bleu pendant la nuit. Ces mots étaient brefs, mais glaçants. La clé n'est pas celle d'une serrure en laiton, mais celle d'une vérité longtemps cachée. Prenez garde à celui qui la détient, car elle le condamnera. La main de Cradock se crispa sur le papier. Encore une énigme. J'en ai assez des énigmes. Mais les yeux de Miss Marple brillaient d'une certitude tranquille. « Oh, mais ce n'est pas une énigme, inspecteur. C'est une confession déguisée en avertissement. Quelqu'un sait que la vérité est sur le point d'éclater et il est suffisamment effrayé pour laisser des ombres au lieu de réponses. » Ces paroles tombèrent dans le silence, interrompues seulement par le son de l'horloge de l'église. Dehors, un vent de tempête se leva, faisant vibrer les vitres comme si le village lui-même pressait l'approche des révélations les plus sombres. Le village s'éveilla dans un silence pesant au lendemain du deuxième avertissement. Un orage était passé dans la nuit, laissant les chemins boueux et les haies ruisselantes, comme si la terre elle-même reflétait le malaise qui s'empare de St. Mary Mead. Les gens vaquent à leurs occupations avec une hâte contenue, se jetant des regards méfiants. Les conversations chuchotées n'étaient plus de simples murmures. Curiosité portait le poids d'une peur authentique. L'inspecteur Cradock n'était pas d'humeur à résoudre d'autres énigmes. Il posta des agents à l'auberge, au presbytère et près de la maison d'Alderton, bien décidé à ce qu'aucune lettre anonyme ne tombe entre des mains non surveillées. Pourtant, Miss Marple, qui passa sa matinée aussi sereinement que d'habitude, savait qu'un coupable redoutable se révèle souvent non par ses actes, mais par une parole involontaire. Elle a décidé de faire sa tournée. Sa première visite fut adressée à Madame Price Ridley, encore rouge d'indignation que le mot ait été cloué à la porte de l'église. « Un outrage !» renifla-t-elle. « Et aux yeux même du Tout-Puissant. Il est étonnant que nous ne soyons pas tous frappés. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, en effet. Pourtant, on se demande pourquoi le coupable a choisi un tel endroit. Peut-être pour s'assurer que tous les villageois le voient. Ou peut-être, ajouta-t-elle doucement, parce que le cimetière a toujours été leur terrain de jeu. » Madame Price Ridley cligna des yeux, troublée, et changea rapidement de sujet. Mais la petite lueur d'inquiétude dans ses yeux n'était pas passée inaperçue. De là, Miss Marple rend visite à M. Alderton, qui s'était quelque peu remis de l'attentat. Il était allongé dans son lit, le visage pâle, mais l'esprit agité. « Je ne peux pas le supporter, Miss Marple, » dit-il amèrement. « Imaginez ma femme mêlée à de tels complots. Lettres, boîtes, secrets. Je lui ai dit un jour que la curiosité était dangereuse, si seulement elle m'avait écouté. » Miss Marple se pencha plus près, d'un ton doux. « La curiosité est certes dangereuse, Monsieur Alderton, mais le silence l'est tout autant. Lorsqu'on choisit de ne pas parler, c'est souvent parce qu'on sait que ces paroles pourraient condamner quelqu'un d'autre ou soi-même. » Ses yeux brillaient d'une lueur presque coupable, mais il se détourna vivement en faisant semblant de tousser. Miss Marple ne dit rien de plus, mais ce regard s'ajoute discrètement à son carnet d'observation. Plus tard, dans l'après-midi, elle participe au cercle de couture des femmes, un rassemblement habituellement consacré à des bavardages anodins. Mais ce jour-là, la conversation était animée par des spéculations. Madame Hartnell déclara que Madame Templeton était indubitablement coupable, tandis qu'une autre femme,
insistait sur le fait que l'inconnu devait être le véritable coupable. Miss Marple écouta en silence jusqu'à ce que Madame Hartnell, avec une véhémence inhabituelle, déclara « Croyez-moi, il ne s'agissait pas des lettres, il s'agissait d'argent dû et jamais payé. » La remarque fut lâchée avec tant de force que les autres la fixèrent du regard. Elle rougit et piqua précipitamment son aiguille dans son tissu. Miss Marple, l'observant attentivement, pensa à un véritable lapsus. Seul quelqu'un de plus savant que les autres pouvait être aussi sûr de ce qui se cachait derrière ce mystère. À la tombée de la nuit, l'inspecteur Craddock rejoignit Miss Marple dans son cottage, l'air épuisé. « Nous poursuivons des ombres, Miss Marple. Les lettres pointent dans une direction, les notes dans une autre. La clé que nous avons trouvée semble dénuée de sens, et Madame Templeton demeure introuvable. Miss Marple lui sert du thé. Et pourtant, inspecteur, les gens continuent de parler. Ils ne peuvent s'en empêcher. Quand l'esprit porte un fardeau, la langue trébuche souvent. Aujourd'hui, j'ai été témoin de 2 faux pas, légers mais révélateurs. » Craddock se frotta les tempes. « Tu parles de lapsus ?» Elle hocha la tête. « Oui. Rien de criant, rien d'évident. Mais dans leur désir de paraître ignorants, les gens révèlent parfois des connaissances qu'ils ne devraient pas posséder. Le coupable, inspecteur, se trahira non pas par des aveux, mais par des paroles qu'il n'aurait jamais voulu prononcer. » Il l'observa longuement. « Tu crois qu'on est proche, alors ?»« Tout près, » dit-elle doucement, si près que la main coupable se désespère. Une autre note, une autre tentative, tels sont les signes d'une personne acculée. Bientôt, elle commet l'erreur irréparable. L'horloge sur la cheminée tique doucement, seul bruit dans la petite maison. Dehors, les ruelles de St. Mary Mead était sombre et calme, le village semblant retenir son souffle. Puis, juste au moment où la cloche de l'église sonnait 9 heures, un coup sec retentit à la porte de Miss Marple. L'agent de police se tenait là, pâle et inquiet. « Inspecteur, » dit-il en jetant un regard nerveux à Miss Marple, « il y a eu un autre incident, cette fois au presbytère. Quelqu'un est entré par la fenêtre de la sacristie. Ils n'ont pris ni argent ni argenterie. Ils sont allés directement au placard où étaient rangées les lettres retrouvées, et elles ont disparu jusqu'à la dernière. » Craddock jura à voix basse. Miss Marple, quant à elle, se contenta de joindre les mains et d'avoir l'air pensif. « Eh bien, » murmura-t-elle, « c'est normal. Pour l'instant, les coupables croient avoir enfin effacé leurs traces, ce qui signifie, inspecteur, que leur vigilance va bientôt baisser complètement. Et alors, la vérité éclatera au grand jour. » Le vol des lettres du presbytère secoua profondément le village. Que quelqu'un ait osé pénétrer dans la maison de Dieu pour s'en emparer fut considéré par beaucoup comme un sacrilège absolu. Les langues se déliaient, mais derrière les rumeurs se cachait une véritable peur, la crainte que quiconque osât commettre un tel acte ne recule devant rien. L'inspecteur Craddock, sombre et déterminé, déclara qu'il était temps de régler l'affaire. « Nous avons assez chassé les ombres, » dit-il à Miss Marple dans son cottage. « Si le voleur a les lettres, qu'il se croie en sécurité. Nous allons rassembler tout le monde, et je les interrogerai jusqu'à ce que la vérité éclate. » Miss Marple, son tricot soigneusement plié à côté d'elle, inclina la tête. « Oui, inspecteur. Veillez simplement à ce que vos questions laissent la parole aux gens. Les coupables avouent rarement sous la pression, mais ils se trahissent en se croyant invisibles. » Le lendemain soir, le salon du presbytère devint le théâtre de la réunion. Un à un, les principaux personnages entrent, le visage crispé par l'inquiétude. M. Alderton, pâle et las, était assis, raide, près de l'âtre. Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell s'installèrent avec une curiosité pharisaïque. Bess, la femme de chambre, rôdait nerveusement près de la porte. Enfin, avec l'air dramatique d'une femme qui se savait suspecte, Madame Templeton elle-même entra
fraîchement revenu, impeccablement vêtu de soie noire. Sa réapparition soudaine fit sensation. Certains murmurèrent qu'elle était venue pour se défendre, d'autres qu'elle voulait oser. Elle s'assit calmement, mais son regard parcourut rapidement la pièce, scrutant chaque expression. L'inspecteur Craddock ne perdit pas de temps. « Nous sommes ici, » annonça-t-il fermement, « parce que Madame Alderton a été assassinée. La boîte en carton laqué, les lettres et le récent vol au presbytère sont autant de pièces du même puzzle. Quelqu'un dans cette pièce en sait plus qu'ils ne l'ont admis, et ce soir, nous entendrons la vérité. » La pièce se tut. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Mademoiselle Marple, assise tranquillement dans un coin, observait non pas l'inspecteur, mais les visages de l'assemblée. M. Alderton avait le regard baissé, les doigts crispés sur l'accoudoir de son fauteuil. Madame Templeton avait une posture impeccable, mais ses lèvres étaient trop serrées. Mademoiselle Hartnell se pencha en avant avec empressement, trahissant un intérêt plus que superficiel. Craddock commença son interrogatoire, passant délibérément d'un interlocuteur à l'autre. Il insista auprès de Madame Price Ridley sur ses ragots, de Mademoiselle Hartnell sur sa prétendue apparition de l'étranger, et de Bess sur la lettre déchirée. Chacun répondit nerveusement, certains sur la défensive, mais aucune confession ne survint. Puis il se tourna vers Madame Templeton. « Vous avez quitté le village subitement, juste au moment où les soupçons se sont portés sur vous. On vous a vu à Londres, récupérant un colis auprès de l'homme même qui a disparu du train. Qu'en dites-vous » Madame Templeton leva le menton. « Je suis allée à Londres parce que j'avais peur d'être accusée de choses auxquelles je n'avais pas à répondre. Oui, je l'ai rencontré. Il m'a donné le colis, mais je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai détruite, espérant me débarrasser de l'ombre que cette boîte avait projetée. Je ne voulais pas être mêlée à son poison. » Ces paroles résonnaient avec conviction, mais Miss Marple vit le léger tremblement dans sa main alors qu'elle reposait sur ses genoux. Avant que l'inspecteur puisse répondre, M. Alderton se leva brusquement, la voix brisée. « Elle ment. Ma femme m'a dit qu'elle craignait Madame Templeton plus que tout. Elle disait que cette femme la tuerait, et maintenant elle est partie. » Madame Templeton se retourna brusquement, son sang-froid se brisant pour la première fois. « Comment osez-vous? Votre femme a été stupide, imprudente. Elle aurait dû laisser les choses tranquilles. » Elle s'arrêta brusquement, le visage blêmi lorsqu'elle réalisa son erreur. La pièce était plongée dans un silence absolu. Même Craddock parut un instant surpris. Miss Marple se pencha en avant, d'une voix douce, mais assurée. « En effet, Madame Templeton. Il est curieux que vous sachiez précisément ce que Madame Alderton a découvert, à moins d'avoir vu les lettres vous-même, et plus curieux encore que vous parliez d'elle au passé avec une telle certitude, alors que d'autres espèrent encore qu'elle a pu être sauvée. » Un murmure parcourt la pièce. Madame Templeton ouvrit la bouche, comme pour parler, puis la referma, la main tremblante. Craddock saisit l'occasion. « Vous admettez donc connaître le contenu des lettres ?» Elle ne répondit pas. Son silence était plus accablant que des mots. Miss Marple joignit les mains sereinement. « On ne se trahit pas par de grands gestes, inspecteur. On le fait par des lapsus, par des révélations involontaires. Nous sommes plus proches que jamais. La vérité est presque à notre portée. » À cet instant, l'horloge sonna 9 heures, son carillon solennel résonnant dans la salle tendue. L'assemblée resta silencieuse, chacun conscient que la révélation finale approchait et que, sous peu, la main coupable serait dévoilée aux yeux de tous. Le salon du presbytère était plongé dans un silence tendu après l'emportement de Madame Templeton. Tous les visages se tournèrent vers elle, le poids de la suspicion pesant lourdement sur l'air. L'inspecteur Craddock se tenait raide près de l'âtre, mais ce fut Miss Marple qui prit la parole la première, d'une voix douce mais impérieuse. « Ma chère Madame Templeton, » dit-elle doucement, « c'est souvent dans les petites erreurs que la vérité se révèle. »
En évoquant la découverte de Madame Alderton, vous avez révélé des informations que vous n'auriez pas pu obtenir de seconde main. Il est clair que vous aviez vu ces lettres vous-même et que leur survie représentait pour vous le plus grand danger. Les lèvres de Madame Templeton s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses mains gantées se crispèrent sur ses genoux, trahissant un tremblement incontrôlable. L'inspecteur Craddock insista. « Vous reconnaissez donc votre implication? Que vous connaissiez les lettres et leur signification? » Elle leva brusquement les yeux, sa voix soudain dure. « Je savais seulement qu'il pouvait tout détruire, le nom de mon mari, ma position et ma renommée dans ce village. Me laisserez-vous laisser le scandale ruiner tout ce qui me reste? » Miss Marple se pencha légèrement en avant, le regard bienveillant mais perçant. « Ce n'était pas le scandale que vous craignez, Madame Templeton. C'était la dénonciation. Les transactions à Singapour n'étaient pas seulement celles de votre mari. Votre main les guidait aussi, n'est-ce pas? Ces lettres portaient plus que son nom. Elles portaient les vôtres, les initiales CT, écrites à maintes reprises. C'est vous qui avez perpétué le commerce, même après sa mort. » Un murmure parcourt la pièce. Le visage de Madame Templeton était vidé de ses couleurs. Miss Marple continua, toujours calme. La pauvre Madame Alderton avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. La lettre, remise en main, propre, probablement de quelqu'un qui en savait trop, la troublait profondément. Elle en cacha une partie dans la boîte laquée, pensant peut-être se protéger. Mais vous, Madame Templeton, avez immédiatement perçu le danger. Vous l'avez suivi cette nuit-là, avez repris ce que vous pouviez et l'avez abandonné sans vie près de l'étang du moulin. Les mains de Madame Templeton tremblaient violemment. Je ne voulais pas dire. Miss Marple n'a pas faibli. Vous vouliez la réduire au silence, mais elle a résisté. Les bleus sur ses poignets, la marque sur son cou, témoignent clairement d'une lutte, et plus tard, lorsque les lettres ont refait surface, vous avez tenté à nouveau de pénétrer dans le presbytère, désespéré d'effacer votre culpabilité. Mais ce faisant, vous avez révélé bien plus que vous n'avez caché. La peur rend les gens insouciants. C'est elle qui vous a rendu insouciante ce soir. Craddock s'avança d'une voix ferme. « C'est donc vrai? Tu l'admets? » Pendant un long moment, Madame Templeton resta figée, le visage pâle comme du marbre. Puis, le souffle court, elle parla. « Oui, je ne pouvais pas tout révéler. Mon mari avait lancé l'affaire, mais j'en ai tiré profit. Ces lettres m'auraient ruiné. Je voulais seulement les reprendre, les faire taire par la peur. » Mais elle se débattit, sa voix se brisa et elle baissa la tête. Je n'avais jamais eu l'intention de la tuer. Des halètements emplirent la pièce. M. Alderton se couvre le visage des mains, bouleversé. Madame Price Ridley murmura une prière. L'expression de Craddock se durcit. « Vous avez suffisamment avoué. Vous en répondrez au tribunal, Madame Templeton. » La pièce resta silencieuse, tous les yeux fixés sur la femme autrefois imposante qui était maintenant assise, affalée sur sa chaise, son sang-froid brisé. Miss Marple, cependant, observait la scène avec une tristesse silencieuse. « C'est toujours ainsi, » dit-elle doucement. « Une petite tromperie, un excès d'orgueil, et bientôt la toile devient trop épaisse pour s'échapper. La boîte laquée n'était pas maudite, Madame Templeton. Ce n'était qu'un miroir reflétant les secrets que vous aviez tant cherché à cacher. Après cela, plus personne ne parla. L'inspecteur ordonna que Madame Templeton soit escortée, tandis que les villageois sortaient en silence, chacun pâle sous le choc de ce qu'ils avaient vu. Quand la pièce fut vide, à l'exception de Craddock et de Miss Marple, l'inspecteur secoua la tête. « Comment avez-vous pu voir cela, alors que nous autres chasseurs de fantômes ?» Miss Marple sourit faiblement, car, dans l'inspection, on apprend beaucoup en observant la nature humaine. Dans les villages, comme partout ailleurs, les gens se révèlent non pas par de grandes actions, mais par les plus infimes failles dans leurs paroles et leurs actes. Madame Templeton s'est trahie dès l'instant où elle a tenté de se débarrasser de cette boîte.
l'horloge sur la cheminée tic-tac régulier, la tempête s'étant enfin apaisée. Cradock expira profondément. « C'est fait, alors. » Le regard de Miss Marple se porta vers la fenêtre obscure. « Presque, » murmura-t-elle. « Il ne reste que les conséquences. Et c'est là, inspecteur, que réside la plus grande leçon de toutes. » Le lendemain de l'arrestation de Madame Templeton, saint. Mary Mead se sentait étrangement abattue. La tempête s'était dissipée, laissant place à un ciel dégagé et au chant des oiseaux, mais le village ne vibrait plus de son brouhaha habituel. Les habitants vaquent à leurs occupations en silence, les yeux baissés, la voix basse. Le scandale les avait profondément ébranlés, car ce n'était pas un inconnu qui avait semé l'obscurité parmi eux, mais une femme qui avait servi du thé à leur table et offert des prix à leur déjeuner. Au Blue Boar, les habitués se rassemblent en silence, leur chope de bière à peine touchée. Madame Chalmers, toujours prête à donner son avis, rompit enfin le silence. « C'est un avertissement pour nous tous, » dit-elle gravement. « On croit connaître les gens, mais ce n'est pas le cas. » Madame Price Ridley, assise à côté d'elle, hocha la tête avec délectation. « J'ai toujours dit qu'elle avait quelque chose de trop raffiné. Une femme qui sourit si gentiment a souvent une part d'amertume à cacher. Pourtant, même elle parlait plus doucement que d'habitude, comme si elle craignait d'être entendue par les murs. À la poste, mademoiselle Hartnell fut encore plus directe. Singapour, trafic secret, meurtre. Imaginez de telles choses liées à notre village. Ça fait froid dans le dos. Pendant tout ce temps, Miss Marple évoluait sereinement, son panier au bras, écoutant sans commenter. Elle savait pertinemment que les ragots se poursuivraient jusqu'à s'épuiser, puis s'estomperaient comme les feuilles mortes. Ce qui persistait, cependant, n'était pas le bavardage, mais le malaise discret qui laissait derrière lui le sentiment que le mal peut s'enraciner même dans le jardin le plus soigné. Avant de partir pour Londres avec sa prisonnière, l'inspecteur Cradock rendit une dernière visite à Miss Marple à son cottage. Il la trouva dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, ses aiguilles à tricoter scintillant doucement dans la lumière matinale. « C'est remarquable, » dit-il en secouant la tête. « J'ai pourchassé des étrangers et des espions, et pourtant tout cela n'était que pure cupidité et l'orgueil humain. Je ne sais pas comment tu as pu le voir aussi clairement. » Miss Marple sourit faiblement. « Car, inspecteur, les gens changent rarement. Un village est un petit monde, mais on y trouve toutes les faiblesses humaines. L'orgueil, l'envie, la peur, l'amour, tout cela se répète sans cesse. Il suffit d'observer attentivement. » Madame Templeton n'était pas aussi méchante que les criminels endurcis, mais c'était une femme qui accordait plus de valeur à sa position qu'à sa conscience. Cela suffit parfois à mener à la tragédie. Cradock baissa les yeux, pensif. « Et la boîte elle-même, elle semble presque maudite, tant elle a provoqué le désastre. »« Oh non, » répondit doucement Miss Marple, « la boîte n'était qu'un récipient. Comme tout récipient, elle renfermait ce que les gens y avaient mis. Des secrets, en l'occurrence. Et les secrets, inspecteur, sont le fardeau le plus lourd de tous. Ils ne reposent pas en paix. Ils pèsent, ils grandissent là et finissent par se libérer, aussi soigneusement cachés soient-ils. » Après le départ de Cradock, Miss Marple resta assise un moment, observant le soleil se déplacer dans son jardin. Des rires d'enfants s'échappaient faiblement du chemin, lui rappelant que la vie, même après la tombée de la nuit, reprenait toujours son cours. Elle reprit son tricot, mais ses pensées restaient fixées sur les visages de ceux qui étaient réunis au presbytère la veille, des visages marqués par la peur, la culpabilité, le soulagement. Ce soir-là, elle prit le thé avec le vicaire et son épouse. Ils parlèrent doucement des événements, du rétablissement de la paroisse, de la nécessité d'offrir un jour le pardon, même à ceux qui avaient commis de graves péchés.
Miss Marple l'écouta, l'air bienveillant, mais son regard restait perçant. « Le pardon, dit-elle enfin, est nécessaire, mais le souvenir l'est tout autant. N'oublions jamais que, sous les apparences les plus douces, peuvent te cacher des ombres, et c'est en les reconnaissant que nous pouvons nous en protéger. » Le vicaire hocha gravement la tête, tandis que sa femme s'essuyait les yeux avec son mouchoir. Tandis que Miss Marple rentrait chez elle par les ruelles tranquilles, l'air du soir était frais et parfumé de lilas. Les rideaux brillaient de lumière et le village semblait enfin s'apaiser, retrouvant son rythme familier. Pourtant, le souvenir du rire de Madame Alderton et de la boîte laquée aux fleurs sombres persistait comme un faible écho. À son portail, Miss Marple s'arrêta pour contempler une fois de plus ce village qu'elle aimait, si paisible, si ordinaire, et pourtant capable de cacher de tels secrets. Puis elle entra, tira les rideaux et déposa soigneusement son tricot près de sa chaise. Car l'affaire de la boîte en carton laqué était close, mais les leçons qu'elle contenait demeurent. Et Miss Marple, toujours vigilante, savait qu'au cœur paisible de tout village, la nature humaine était à la fois son plus grand réconfort et son plus grand danger.